Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les Fables de La Fontaine, livre 4e et livre 5e ce soir. C'est le 3e épisode que nous effectuons sur cette lecture. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition pour pouvoir passer l'introduction, passer les pauses, etc., etc. Et je crois que j'ai fait le bon lancement comme il se devait. On est parti pour une petite introduction de 10-15 minutes, le temps pour moi de m'entretenir avec ceux qui sont sur le chat, et aussi voilà, de laisser le temps aux gens d'arriver en live tout simplement. Et j'accueille avec plaisir Zikael So Famous sur le chat. Bienvenue Zikael, bonsoir cher ami, comment vas-tu? Moi ça va, merci de le demander, ça fait plaisir. Je voulais dire tout d'abord un grand merci à Excelia d'avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. Merci à toi Excelia, j'espère te croiser bientôt en live. Et sur l'introduction d'aujourd'hui, je voulais surtout revenir sur le programme de la semaine, puisque on est mardi, c'est le premier live de la semaine. Et cette semaine, il va y avoir beaucoup de lives. Donc voilà, je voulais simplement faire le petit tour des lives à venir dans la semaine avec vous. J'ai publié ça plus en amont hier du coup sur mon Twitter, mon Facebook, mon Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si vous voulez avoir les informations en temps et en heure. J'essaie je vais pas dire me professionnaliser, ça n'a pas grand sens, mais j'essaie d'être plus efficace si on peut dire sur Twitter, Discord et Facebook. C'est-à-dire que de plus en plus j'essaie de faire des messages bien structurés, bien agencés, pour que l'information soit claire et que vous en retiriez la substantifique moelle. Donc voilà, j'essaie de faire ça propre avec des émoticônes qui parlent, genre voilà, un émoticône de livre pour dire que c'est un live de lecture, comme ça, si vous le voyez passer dans votre TL, voilà, vous voyez juste un bouquin, vous savez que, ah ok, il va faire un live de lecture. Donc voilà, j'essaie de mettre en place ce genre de petits détails qui sont pas grand chose, mais où je me dis, bon bah au moins c'est agréable pour vous et peut-être vous allez mieux percevoir ce qui est en train de se passer sur la chaîne Planétéo, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de concepts différents. Donc voilà, j'essaie de faire ça en ce moment. N'hésitez pas, comme je le disais, à rejoindre tous les réseaux, etc. Moi, ça m'aiderait beaucoup. J'en fais pas souvent. J'ai pas envie de dire la demande, mais j'en parle pas souvent parce que voilà, c'est pas dans mon caractère de quémander. C'est pas mon délire, j'aime pas trop ça. Mais c'est vrai que ça m'aiderait. Et donc voilà, je vous le fais savoir aujourd'hui. De la même manière que ça m'aide et ça m'aide déjà purement statistiquement auprès de Twitch, auprès de YouTube et autres réseaux sociaux, mais ça m'aide aussi moi, ne serait-ce que moralement si je puis dire, si vous mettez un j'aime, si vous mettez un commentaire sous la vidéo YouTube, si vous participez dans le chat sur Twitch. Alors après je comprends que tout le monde ne veuille pas participer, etc. Moi-même, quand je suis sur un live Twitch, je participe pas mal. Mais moi-même sur YouTube, c'est vrai que c'est très rare que je mette des commentaires, des j'aime, j'en mets vraiment très peu. Donc je comprends tout à fait que ce soit pas forcément le truc qui vous vienne tout de suite. Moi, c'est même pas forcément par choix, c'est par non-habitude, j'ai envie de dire. Mais voilà. Au moins, je vous ai mis au courant et vraiment, pour moi, c'est des petits... Enfin, pour vous, c'est peut-être des petits détails, mais pour moi, c'est des gros indicateurs de... est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que la chaîne évolue? Et ainsi de suite. Donc ça fait toujours plaisir ce genre de choses. Et du coup, bonsoir Tran, bienvenue, merci de nous rejoindre sur le live, j'espère que tu vas bien. Comment ça va la commu? Oh, c'est pas très gentil Tran, c'est pas très gentil de troller comme ça. Mais du coup, ouais, voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à dire. Du coup, comme je le disais hier sur tous les réseaux, la semaine de stream de cette semaine, donc du 2 mars, ça y est on est déjà en mars, putain le temps défile, donc la semaine du 2 mars au 8 mars va être relativement chargée sur la chaîne Planétéo, puisque je vais faire tous les lives habituels, c'est-à-dire que le programme que vous pouvez voir lorsque je suis en off sur la chaîne Twitch, le programme que vous pouvez voir affiché sera respecté normalement cette semaine. C'est-à-dire qu'il y aura le live de lecture de ce soir, un live de lecture toujours sur la même œuvre vendredi à 21h. Il y aura un live de gaming demain, je l'espère,
à 13h-16h, pour un créneau 13h-16h, je l'ai déjà annoncé 13h-16h, mais j'ai appris tout à l'heure que, grosso modo, je suis en en contre-pente, je sais pas trop comment dire, mais voilà, je suis en contrebas de la propriété du voisin, et le voisin a des arbres gigantesques qui, avec les nombreuses tempêtes récentes, ont tiré un peu la gueule, notamment un qui est bien pourri et sur le point de tomber. D'ailleurs, il pourrait tomber à peu près sur mon toit, hein, plus ou moins, mais bon, bref. Donc du coup, ça fait quelques jours que je me fais très souvent réveiller par des tronçonneuses, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Genre, à chaque fois, j'entendais des tronçonneuses, et c'était par vague. C'était genre 20 secondes de tronçonneuse, 10 minutes de rien, 10 secondes de tronçonneuse, 5 minutes de rien, 16 secondes de tronçonneuse, et j'étais là, mais qu'est-ce qui branle? Donc ça m'a juste ruiné mes matinées depuis quelques jours. Et à chaque fois que je vais voir, je regarde les arbres et je suis en mode, mais ils ont rien tronçonné du tout. Enfin, j'ai l'impression que rien ne change. Tout à l'heure, j'ai eu l'information, par mon père du coup, qui a discuté avec le voisin, bref, que le voisin avait pris la décision d'abattre tous les arbres pour ne risquer rien du tout. Parce qu'il était en mode, ouais, j'ai pas envie que les arbres tombent sur le toit d'un voisin et que du coup, bah, ça me revienne sur la gueule, quoi. Donc du coup, il a pris la décision drastique, voilà, il a dit, je coupe tous les arbres. Bon, je trouve ça pas très très cool, mais bon, admettons. Ce qui fait que, à partir de demain, si j'ai bien compris, normalement, il va y avoir des machines gigantesques, parce que c'est vraiment des arbres hyper hauts, quoi. Donc apparemment, demain, ils vont ramener des machines plus ou moins des grues, quoi, pour tenir l'arbre, pour être sûr qu'il tombe dans le bon sens et tout, machin, enfin bref, et ils vont tout saccager. Le problème, c'est que ça va faire énormément de bruit. Ça va me réveiller encore bientôt, je suis déjà énervé d'avance. Et surtout, bah, ça fait du bruit à tel point que j'ai peur que ce soit embêtant pour le live, justement, sur Sea of Thieves. Parce que, pour vous dire l'épaisseur de mes murs, quand ils parlent dehors, je les entends comme s'ils étaient chez moi. Donc du coup, quand il y a la tronçonneuse, comme je le disais, c'est suffisamment fort pour me réveiller, alors que je suis plutôt un bon dormeur. Donc là, je me dis qu'avec les grosses machines, etc., ça va être insupportable, ça va être un boucan d'enfer. Donc, je crois que si à 13h, il y a toujours du bordel, je crois que je n'effectuerai pas le live Sea of Thieves demain. Ce qui risque de se passer du coup, c'est pas que je l'annule, mais c'est que je le décale. Soit je ferai un live Sea of Thieves de 13h à 16h, s'il y a plus de bruit, etc., et que je sens que c'est safe pour live. Soit je le décalerai à 21h. Et à ce moment-là, on ira jusqu'à tard dans la nuit quand j'en ai marre. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus, vous savez un petit peu de quoi il en revient, et vous savez pourquoi je ne tiendrai peut-être pas ma parole de live demain de 13h à 16h. Je vous tiens au courant sur tous les réseaux, comme d'habitude. De toute manière, sur les réseaux, en général, ce que j'essaie de faire, c'est de vous prévenir, on va dire 3-4 heures à l'avance en général. Au maximum 1 heure à l'avance, normalement, vous êtes prévenus. Sauf si j'oublie, mais bon, c'est rare. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Bah, encore une fois, j'ai toujours cette logique de j'aime pas spammer les gens et tout, mais récemment, quelqu'un m'a fait une remarque que j'ai trouvé pas con du tout, qui était de dire que quand je poste... Enfin, c'est pas une remarque qu'on m'a faite, c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo, il me semble. Mais que lorsque l'on poste quelque chose sur Facebook, Twitter et ainsi de suite, il n'y a pas toute notre audience qui est touchée. Ce qui fait qu'en fait je spamme pas tellement que ça, puisque je mets 1-2 messages par jour selon qu'il y ait des lives et des rediffusions. Mais ce ne sont pas forcément ce ne sont pas forcément 1 ou 2 statuts que tout le monde va voir. Donc du coup je me suis dit que ce que j'allais peut-être mettre en place, je me suis dit ça tout à l'heure, c'est peut-être que j'allais mettre entre guillemets une sorte de rappel. Donc je pense que maintenant, 30 minutes avant le début d'un live, je retweeterai le tweet qui annonce le live. Comme ça voilà. En espérant encore une fois ne pas trop vous spammer, parce que vous savez que c'est un truc qui me tient à cœur, j'ai pas envie de vous saouler, je trouve ça relou d'être sollicité en permanence, donc j'ai pas envie de solliciter les gens en permanence. Donc voilà.
Si on te suit, c'est qu'on veut les infos, nous dit Zikael. Ah, merci Zikael, c'est vrai, vu comme ça, c'est vrai. Et du coup, pas de soucis, Tran, ne t'en fais pas, y a pas de problème. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, de la même manière, je me demande aussi si sur Discord, à chaque fois que je fais... Peut-être pas pour toutes les annonces, parce que... donc sur Discord, j'ai un salon qui s'appelle News, où je mets justement toutes les annonces de live et de rediffusion, ou les événements importants, etc. de la chaîne. Pareil, je me demande si je mets un at everyone. Donc en gros un ping pour pinguer tout le monde sur le Discord. Moi je sais que c'est un truc qui a tendance à me gonfler aussi d'être ping continuellement sur les salons Discord où je suis. Donc de la même manière, bah, j'ai pas envie de reproduire ça chez les autres. Après je me dis ce serait peut-être bien pour bah, la visibilité des lives en un sens. Peut-être pas le faire à tous les messages, à toutes les rediffs et tout, mais peut-être uniquement pour les lives. Je sais pas si vous avez un avis sur la question, mais peut-être balancer un ping global à tout le Discord pour vous dire bon bah écoutez là le live va commencer quoi. Je sais pas trop, je sais pas trop. Tu lâches des gros at everyone, bah ouais, je pense que ce sera ça. Hein. Je sais pas. En même temps, encore une fois, j'aime pas spammer les gens. Je sais pas. Je suis torturé. Je suis meurtri. Du coup, voilou. Encore une fois, j'ai divagué, mais je reviens sur ce que j'étais en train de dire. La suite des lives de cette semaine. On aura dimanche, bien entendu, un live de découverte sur l'univers de League of Legends. La dernière fois, c'était un épisode sur Mundo et ça a été vraiment fun. C'était vraiment un épisode que j'ai adoré. Et enfin, et d'ailleurs là, ce sera un épisode sur Echo que j'attends avec impatience aussi parce que Echo, je suis assez curieux de savoir son histoire. Et enfin, vous vous dites, bah c'est bon, il a cité tous les lives habituels d'une semaine habituelle là sur Planétéo. Mais non, que nenni, cher ami, il y aura du rab, il y aura du bonus cette semaine puisque samedi, économisez vos points de chaîne, économisez vos particules de rêve, puisque samedi, le retour de mon concept d'improvisation, de comptage d'histoires improvisées en interaction avec vous, puisque samedi, deuxième épisode de Ça me rappelle une histoire. Donc voilà, ça sera toujours thème fantasy pour que j'ai pas mal de liberté, de latitude, pour que je puisse improviser à ma guise et que ça soit moins compliqué pour moi, voilà, le temps de me mettre à ce nouveau format et de commencer à prendre bien le rythme, etc. Je pense que je vais rester sur des thèmes simples entre guillemets. Donc voilà, ça sera encore thème fantasy et le but ça sera de se créer des souvenirs ensemble en inventant une histoire de toute pièce avec votre collaboration et votre connivence, n'est-ce pas, puisque ça sera à vous, grâce au point de chaîne, de me proposer une situation initiale, de me proposer des éléments dramatiques que je devrais mêler à l'histoire et ainsi de suite. Donc voilà, si vous aimez les lives de lecture, je pense que c'est vraiment un format qui pourrait vous plaire. Donc si vous aimez le jeu de rôle aussi, je pense que ça peut être un format qui vous plaît. Donc n'hésitez vraiment pas, samedi soir 21h, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. Et plus on est de monde, plus ça sera agréable et facile de créer l'histoire, parce que du coup, plus il y aura de propositions dans le chat grâce au point de rêve. Grâce au point de chaîne et aux particules de rêve. Voilà. Sur ce, je pense avoir tout dit sur le programme de la semaine. Je pense qu'on va pouvoir se lancer sans plus attendre dans la lecture du soir. Je vois que j'ai déjà fait une intro bien plus longue que ce que j'aurais cru. Le but c'est d'atteindre les 10K viewers réguliers, faut bien qu'on soit informé. Ouais, ouais Zikael, bon écoute, si je faisais 10K viewers réguliers, ce serait insane, hein, mais je t'avoue qu'on en est très loin. Sur ce, chers amis, on va entamer le livre 4ème, ce soir livre 4ème et livre 5ème. Je rappelle qu'il y a 12 livres. Plus quelques petits poèmes, quelques petites fables, pardon, qui n'ont été recueillis, compilés dans aucun recueil. A priori, je pense qu'on va faire 2 par 2, à chaque fois 2 livres par soirée, quoi, grosso modo. Et pour le dernier live, on terminera en apothéose avec 3 livres, je pense. Ce qui fait qu'on devrait avoir fini dans pas trop longtemps non plus. Je pense que c'est l'histoire de 2-3 semaines, quoi, grosso modo. Sur ce, bonsoir l'écoute aux portes, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de te voir. Ah, ça me fait plaisir, vous voyez, c'est bête, mais juste de voir des gens passer faire un petit coucou, Zikael, l'écoute aux portes, Tran, ça me fait extrêmement plaisir, ça me met en joie.
Chers amis, je vous invite à vous installer bien agréablement dans vos fauteuils. Je vous souhaite bon courage, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire, et je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et on est parti pour la lecture. Comme d'habitude, je lis le livre 4e dans son intégralité. Je sais pas de combien il est composé. Il est composé de 22 fables, voilà. J'ai l'impression que ça arrive souvent qu'il soit composé de 22 fables. Donc voilà, je ne m'interromps pas pendant ces 22 fables. Je fais des micro-silences pour vous marquer qu'on passe d'une fable à l'autre. Et je vous donne les numéros des fables comme c'est fait dans l'œuvre. Hein. De toute manière, vous voyez le grand 1 ici. Donc voilà, je pense que vous ne devriez pas être perdu. Et j'ai vraiment hâte parce que, à nouveau, on connaît les plus réputés des fables de La Fontaine qui sont un peu ancrées dans l'imaginaire collectif. Mais là, il y en a beaucoup, 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 et on en a déjà lu énormément, dont les plus connus. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu, de sortir des sentiers battus, et de voir un petit peu ce que ça peut proposer. Bref, je vous souhaite à tous une bonne écoute Tran, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je pense vous revenir d'ici une grosse trentaine de minutes, et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Livre 4e. 1. Le lion amoureux. À Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui n'acquitte toute belle, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter. Amour est un étrange maître. Heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence, et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. 2. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis fut Pierrot et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents retenant leur haleine laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux, dit-il. Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition. Qu'au conseil de la mer et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront.
La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. Je vais reprendre. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Ô Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal? Je hante les palais, je m'assieds à ta table, si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle? Je le fais, et je baise un beau sein quand je veux, je me joue entre des cheveux, je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. » Avez-vous dit, lui répliqua la ménagère, vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille au mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette importunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rend joli. J'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non-mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus régnera sur un autre hémisphère. Alors, je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai par mont ni par veau m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier ni mon armoire ne se remplit à babiller. 4. Le jardinier et son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre, et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermé cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpollet. Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rit. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. » Sorcier, je l'en défie, répartit le seigneur. Fût-il diable, Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. Et quand? Et demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres? La fille du logis qu'on vous voit approcher. Quand la marierons-nous? Quand aurons-nous des gendres? Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut. Vous m'entendez qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots, il fait connaissance avec elle, auprès de lui la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin de mouchoir. Toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons? Ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le seigneur, je les reçois et de bon cœur. Il déjeune très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tous gens bien endettés. Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les cors font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planches, carreaux, adieu chicorée et poreaux, adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gîté dessous un maître chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou, non pas trou, mais trouée, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie, par ordre du seigneur. Car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait « Ce sont là jeux de princes », mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en 100 ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous,
De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. 5. L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. « Comment » disait-il en son âme, « ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de pair à compagnon avec monsieur, avec madame, et j'aurai des coups de bâton. Que fait-il ? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien malaisé. » Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement de son chant gracieux cette action hardie. « Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Oh là, Martin Bâton !» Martin Bâton accourt. L'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Pardon. Excusez-moi. 6. Le combat des rats et des belettes. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats, et sans les portes étraites de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année qu'il en était à foison, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guerrier s'engraissa du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoi que pût faire Artarpax, Psycarpax, Méridarpax, qui, tout couverts de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldats que capitaines. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur, cela causa leur malheur. Trou ni fente, ni crevasse ne fut large assez pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale au joncher fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent en un passage causer du retardement. Les petits en toute affaire esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. 7. Le singe et le dauphin. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de bateleur. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa devoir son salut. Un dauphin le prit pour un homme, et sur son dos le fit asseoir, si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord, quand par hasard il lui demande « Êtes-vous d'Athènes la Grande ?»« Oui, » dit l'autre, « on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-maire. » Le dauphin dit « Bien grand merci. Et le Pirée appartient aussi à l'honneur de votre présence ? Vous le voyez souvent, je pense. »« Tous les jours, il est mon ami. C'est une vieille connaissance. » Notre magot prit pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient Vaugirard pour homme, et qui, caquetants au plus dru, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête, et le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. Il les replonge, et va trouver quelque homme afin de le sauver. 8. L'homme et l'idole de bois. Certains païens chez lui gardaient un dieu de bois,
de ces dieux qui sont sourds bien qu'ayant des oreilles. Le païen cependant s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que 3. Ce n'était que vœux et qu'offrandes, sacrifices de bœufs couronnés de guirlandes. Jamais idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse, sans que pour tout ce culte à son hôte il échût succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit, s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part et sa bourse en souffrait. La pitance du dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, met en pièce l'idole, le trouve rempli d'or. « Quand je t'ai fait du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une obole? Va, sors de mon logis, cherche d'autres hôtels. Tu ressembles aux naturels, malheureux, grossiers et stupides. On n'en peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je te remplissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de ton. » 9. Le geai paraît des plumes du paon. Un paon muet, un geai prit son plumage. Puis après se l'accommoda. Puis parmi d'autres pans tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut pas remis à la porte. Il est assez de geais à 2 pieds comme lui, qui se part souvent des dépouilles d'autrui et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. 10. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue, quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet, qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient un brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin, bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. 11. La grenouille et le rat. Tel, comme dit Merlin, quid engénier autrui, qui souvent s'engénie soi-même. Et j'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue: « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. » Messire Rat promit soudain. Il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans raretés à voir le long du marécage. Un jour, il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants, et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouva un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était à son avis un excellent morceau. Déjà dans son esprit la galande le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque. Il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan qui dans l'air plané faisait la ronde, voit d'en haut le pauvré se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien, que de cette double proie l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. « 12. Tribut envoyée par les animaux à Alexandre. Une fable avait cours parmi l'Antiquité, et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité. Voici la fable toute nue. La renommée, ayant dit en 100 lieues qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, ne voulant rien laisser de libre sous les cieux, commandait que sans plus attendre tout peuple à ses pieds s'alla rendre, quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux,
les républiques des oiseaux, la déesse aux 100 bouches, dis-je, ayant mis partout la terreur en publiant l'édit du nouvel empereur, les animaux et toute espèce lige, de son seul appétit, crurent que cette fois il fallait subir d'autres lois. On s'assemble au désert, tous quittent leur tanière. Après divers avis, on conclut d'envoyer hommage et tribut. Pour l'hommage et pour la manière, le singe en fut chargé. L'on lui mit par écrit ce que l'on voulait qu'il fût dit. Le seul tribut les tint en peine. Car que donner? Il fallait de l'argent. On en prit d'un prince obligeant qui, possédant dans son domaine des mines d'or, fournit ce qu'on voulut. Comme il fut question de porter ce tribut, le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau. Tous quatre en chemin ils se mirent, avec le singe ambassadeur nouveau. La caravane enfin rencontre en un passage Monseigneur le lion. Cela ne leur plut point. « Nous nous rencontrons tout à point, dit-il, et nous voici compagnons de voyage. J'allais offrir mon fait à part, mais bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse. Obligez-moi de me faire la grâce que d'en porter chacun un quart. Ce ne vous sera pas une charge trop grande, et j'en serai plus libre et bien plus en état, en cas que les voleurs attaquent notre bande et que l'on en vienne au combat. » Et conduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, et malgré le héros du Jupiter issu, faisant chair et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré, tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diaprées, où maint mouton cherchait sa vie, séjour du frais, véritable partie des zéphyrs. Le lion n'y fut pas, qu'à ces gens il se plaignit d'être malade. « Continuez votre ambassade, dit-il. Je sens un feu qui me brûle au-dedans, et veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps, rendez-moi mon argent, j'en puis avoir affaire. » On déballe, et d'abord le lion s'écria, d'un ton qui témoignait sa joie. « Que de filles, ô Dieu, mes pièces de Maunois ont produites! Voyez, la plupart sont déjà aussi grandes que leur mère. Le croix m'en appartient. » Il prit tout là-dessus, ou bien s'il ne prit tout, il n'en demeura guère. Le singe et les sommiers confus, sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter, on dit qu'ils se plaignirent, et n'en eurent point de raison. Qu'eût-il fait? C'eût été lion contre lion, et le proverbe dit « Corsaires à corsaires, l'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires. » 13. Le cheval s'étant voulu venger du cerf. De tout temps, les chevaux ne sont nés que... Pardon, je reprends. 13. Le cheval s'étant voulu venger du cerf. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de glands se contentait, âne, cheval et mule aux forêts habitaient. Et l'on ne voyait point, comme au siècle où nous sommes, tant de selles et tant de bas, tant de harnois pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas tant de festins et tant de noces. Or un cheval eut alors différent avec un cerf plein de vitesse, et ne pouvant l'attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos que le cerf ne fût pris, et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme son bienfaiteur, disant « Je suis à toi, adieu, je suis à vous, adieu, je m'en retourne en mon séjour sauvage. » Non pas cela, dit l'homme, il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traité, et jusqu'au ventre en la litière. Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté? Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie, mais il n'était plus temps. Déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut en traînant son lien. Sage s'il lui remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien. 14. Le renard et le buste. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et, quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux, et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point?
15 et 16. Le loup, la chèvre et le chevreau, le loup, la mère et l'enfant. La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet. Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit, pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe, il les recueille à propos, et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre, en disant « Foin du loup », et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point », s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu? 2 sûretés valent mieux qu'1, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons, qui fut encore mieux pris. Il y périt, voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messer Loup attendait chaque chute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiments de dindons, enfin, bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère, aussitôt la gourmande, le menace, s'il ne se tait, de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure, quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient nous le tuerons. » « Qu'est ceci » s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un puis d'un autre, est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi? Me prend-on pour un sot, que quelque jour ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette ?» Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête. Épieux et fourche-fière l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu » lui dit-on. Aussitôt il conta l'affaire. « Merci de moi, lui dit la mère. Tu mangeras mon fils. L'ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ?» On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit, et ce dicton picard alentour fut écrit. Bio chirlup, n'écoutez mi, mère tanche champfieux qui crie. 17. Paroles de Socrate. Socrate un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui! L'on y tournait à peine. Plutôt ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. 18. Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible, à moins que d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs, et non point par envie. Je suis trop au-dessous de cette ambition. Phèdre en chérit souvent par un motif de gloire. Pour moi, de telles pensées me seraient malséants. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire, de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard, près d'aller où la mort l'appelait, « Mes chers enfants, dit-il à ses fils, il parlait. Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble, je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'aîné, les ayant pris, et fait tous ses efforts, les rendit en disant « Je le donne au plus fort ». Un second lui succède et se met en posture, mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps, le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faibles gens, dit le père, il faut que je vous montre ce que ma force peut en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait, on sourit, mais à tort. Il sépare les dards et les rompt sans effort. « Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde. Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. » Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin, se sentant près de terminer ses jours, « Mes chers enfants, dit-il,
Je vais où sont nos pères. Adieu. Promettez-moi de vivre comme frère, que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. » Chacun de ses 3 fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains, il meurt, et les 3 frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisit un voisin fait procès. D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte, autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints, l'intérêt les sépare. L'ambition l'envie avec les consultants, dans la succession entrent en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicane, le juge sur 100 points tour à tour les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt, ceux-là sur une erreur, ceux-ci sur un défaut. Les frères désunis sont tous d'avis contraires, l'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leurs biens, et voulurent trop tard profiter de ces dards unis et pris à part. 19. L'oracle et l'impie. Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des cœurs en ses détours n'en sert rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux. Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, même les actions que dans l'ombre il croit faire. Un païen qui sentait quelque peu le fagot, et qui croyait en Dieu pour user de ce mot, par bénéfice d'inventaire, alla consulter Apollon. Dès qu'il fut en son sanctuaire, « Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non ?» Il tenait un moineau, dit-on, près d'étouffer la pauvre bête, ou de la lâcher aussitôt pour mettre Apollon en défaut. Apollon reconnut ce qu'il avait en tête. « Mort ou vif, lui dit-il, montre-nous ton moineau, et ne me tends plus de panneau. Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème. Je vois de loin, j'atteins de même. » 20. L'avare qui a perdu son trésor. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare ici haut comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il but ou qu'il mangeât, on l'eût pris de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare un beau jour ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet ces cris. « C'est mon trésor que l'on m'a pris !»« Votre trésor ? Où pris ? » ?»« Tout joignant cette pierre. »« Eh, sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin ? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure ? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. »« À toute heure ? Bon Dieu, ne tient-il qu'à cela ? L'argent vient-il comme il s'en va, je n'y touchais jamais. »« Dites-moi donc, de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent ? Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. 21. L'œil du maître. Un cerf s'étant sauvé dans une étable à bœufs, fut d'abord averti par eux qu'il cherchait un meilleur asile. « Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas, je vous enseignerai les pâtis les plus gras. Ce service vous peut quelque jour être utile, et vous n'en aurez point regret. » Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire et prend courage. Sur le soir, on apporte herbe fraîche et fourrage, comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font cent tours. L'intendant même, et pas un d'aventure n'aperçut ni corps ni ramure, ni cerf enfin. L'habitant des forêts rend déjà grâce aux bœufs, attendant cette étable que chacun retournant au travail de Cérès, il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminant lui dit « Cela va bien, mais quoi, l'homme aux 100 yeux n'a pas fait sa revue, je crains fort pour toi sa venue. Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. » Là-dessus, le maître entre et vient faire sa ronde. « Qu'est-ce ci ?» dit-il à son monde. « Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille. Allez vite au grenier. Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées? Ne saurait-on ranger ses jougs et ses colliers ?»
En regardant à tout, il voit une autre tête que celle qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu, chacun prend un épieu, chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas dont maint voisin s'éjouit d'être. Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment, il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, j'y mettrais encore l'œil de l'amant. 22. L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Voici comme Ésope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés, quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes aux champs. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force enfin elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pond, couve, et fait éclore à la hâte le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour mûrs, avant que la nitée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor, de mille soins divers l'alouette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils comme il viendra, dit-elle, écoutez bien, selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. Ces blés sont mûrs, dit-il. Allez chez nos amis les prier que chacun, portant sa faucille, nous vienne aider demain dès la pointe du jour. Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. Il a dit que l'aurore levée, l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, répartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite, mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant soyez gais, voilà de quoi manger. Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose sur de telles paresseuses à servir ainsi lent. Mon fils, allez chez nos parents les prier de la même chose. L'épouvante est au nid plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère, c'est à 7 heures. Non, mes enfants, dormez en paix. Ne bougeons de notre demeure. L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la 3e fois, le maître se souvint de visiter ses blés. Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille, nous prenions dès demain chacun une faucille. C'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette, c'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. Et les petits, en même temps, voletant se culbutant, délogèrent tous sans trompette. Et c'est la fin du livre 4e, les amis. Nous marquons une pause. Nous marquons une pause. Pfiou. Et du coup, bonsoir, si tu es encore parmi nous. Bonsoir Ashikrea, et merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue sur ce live. Ah bah je vois que tu es encore là, donc parfait. Parfait, merci de nous rejoindre, bienvenue à toi, et de rien beaucoup. Ashikrea qui me dit merci beaucoup, bah c'est gentil, pas de problème, c'est un plaisir. Je suis en train d'apprendre le français. Ah, d'accord. D'accord, bah bon courage, c'est pas très facile. Je pense que c'est certainement l'une des langues les plus dures à apprendre du monde. Et je trouve super ton channel. Bah merci, ça fait extrêmement plaisir, Ashikrea. Je sais pas si ça peut t'aider, du coup, parce que... Enfin si, ça peut t'aider parce que c'est de la littérature, mais... Les Fables de La Fontaine, c'est quand même un style assez soutenu. Je trouve ça accessible et très... comment dire, ça sonne très bien. Je trouve ça très compréhensible. Malgré tout, je pense quand même que c'est assez stylisé, assez soutenu. Et je me dis que c'est peut-être un peu compliqué pour apprendre le français justement. Mais bon, si ça te plaît, ça fait plaisir. Et si ça te plaît, n'hésite pas à checker la chaîne YouTube. Il y a déjà
plein d'œuvres en français que j'ai pu faire, de toutes sortes. Donc si tu préfères les œuvres fantastiques, si tu préfères la science-fiction, etc., il y aura tout un tas de choses dans des langages soutenus, dans des langages familiers, enfin voilà, dans tout type de niveau de langage. Donc n'hésite pas, n'hésite pas. J'ai beaucoup aimé les lectures qu'on vient de faire ensemble. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur les Fables de La Fontaine, dans le sens où je vais pas dire que c'est répétitif, mais le format est sensiblement le même à chaque fois. Justement, je trouve pas que ce soit répétitif. Je trouve que malgré le format, il arrive à se renouveler. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses intéressantes et des nouvelles variantes, on va dire. Mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Et du coup, c'est une caractéristique humaine, j'ai l'impression. Quand les choses vont bien, quand les choses sont bonnes, bah c'est beaucoup plus difficile d'en parler que quand ça va pas. Donc ouais, là je trouve ça juste super bien foutu, je trouve ça super bien écrit. Je trouve qu'il y a un style, comme je le disais, très accessible et pourtant très très élégant. Donc je trouve ça de toute beauté. J'ai bien apprécié la plupart des morales, enfin des moralités qu'il y a pu avoir dans les 22 nouvelles, dans les 22 fables qu'on vient de lire, pardon. Je trouve qu'il y avait vraiment des trucs très intéressants et il y avait des trucs de bon sens. En fait, c'est ça qui est très fort, c'est que beaucoup de ces moralités, alors, pourraient être aussi discutées et débattues, bien sûr, mais en un sens, beaucoup de ces moralités pourraient aussi toujours avoir cours aujourd'hui. Et en un sens, c'est logique parce que voilà, ça se rapproche, je trouve, de la philosophie. C'est-à-dire que c'est un peu. Ça se rapproche, par exemple, des textes de Montesquieu. Attendez, qu'est-ce que je dis? Attendez. Mince. Attendez. Momento. Hop. Les essais. Les essais de Montaigne, pas de Montesquieu. Je me disais aussi que je disais de la merde. Donc oui, en soi, ça peut s'approcher, je trouve, par exemple, des essais de Montaigne ou de ce genre de textes qui ont visé à pas apprendre les règles de bienséance, mais j'ai presque envie de dire à parler et à débattre du fait de bien s'entendre en société, je trouve. Et d'ailleurs, bah voilà, c'est aussi une comment on appelle ça, une lignée, un héritage entre guillemets qu'il ramène d'Ésope, donc Ésope encore beaucoup plus loin dans le temps. Donc voilà, quelque part c'est indéfectible, ces moralités, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord avec les moralités, etc. Mais elles correspondent à des messages qu'on pourrait encore apprendre aujourd'hui, entre guillemets, ouais, sur comment se comporter les uns envers les autres de manière correcte, en fait, tout simplement. Donc en fait, je trouve ça d'une élégance et d'une pédagogie vachement cool. Euh, je trouve ça assez dingue. Et du coup, bonsoir Jumpy, bienvenue sur ce live. Je suis là depuis un moment, mais je reste caché, des bisous. D'accord Jumpy, bah merci de passer, ça fait plaisir de toute manière. Ça fait plaisir. Comme je le disais tout à l'heure, même si vous passez juste faire un petit coucou, un petit bonjour, ça me fait plaisir anyway. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il n'y avait pas d'histoire que je connaissais des Fables de La Fontaine, mais encore une fois, il y avait des histoires de ci, de là, qui me rappelaient des histoires, comme je le disais, qui sont un peu inscrites dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que, alors faudrait que je retrouve la fable qui en parlait, ça va être un peu compliqué parce que là on vient d'en lire 22, donc pour s'apesantir sur une en particulier c'est un peu compliqué. Ouais, je sais pas si je vais la retrouver. Ah bah si, le loup, la chèvre et le chevreau, avec cette histoire du loup qui montre patte blanche, etc. Mais c'est des histoires qui ont bercé notre enfance, je trouve, ce genre de choses. Enfin, je sais que moi, cette histoire, je pense
la connaître sous une version d'un conte. Alors peut-être du coup de Grimm ou de Perrault ou de Andersen, je sais pas. Mais bah voilà, les couteaux portes, apparemment toi aussi ça t'a parlé. Le loup et les chevreaux, c'est vraiment une histoire que j'ai l'impression que tout le monde connaît. Cette histoire du loup qui ruse pour manger le chevreau, et le chevreau qui dit ah bah non, regarde, montre pas de blanche, qui arrive à déceler le fait que le loup soit en train de se foutre de lui, et qui dit bah non, montre pas de blanche, hein. Enfin, je sais pas, c'est des histoires tellement populaires, tellement ancrées dans l'imaginaire collectif, que même si on la connaît pas de par les fables de La Fontaine, eh ben on la connaît forcément de son enfance à un moment. Enfin, je trouve ça assez fou, et en fait je trouve ça dingue de se dire qu'il y a un tel vivier, qu'il y a un tel tronc commun sur la culture des gens. Je trouve ça marquant. Enfin, je trouve ça assez incroyable en fait de se dire qu'on a tous ce tronc commun de connaissances et qu'on connaît tous plus ou moins ces histoires-là. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a quelque chose de très fort, quoi. On partage tous ce socle commun, c'est assez fou. Je trouve ça vraiment dingue. Euh, Sinon, sur les fables qu'on vient de lire, j'ai beaucoup apprécié parce que, encore une fois, il n'y avait pas que des animaux. Alors, il y avait pas mal d'animaux, mais quand même, ça se renouvelle et ça se varie encore une fois. Il y a eu pas mal de présences humaines. Il y a eu aussi encore une fois, dans la construction des fables, tout un tas de choses différentes. Il y a à la fois des sortes d'éloges de ses ancêtres, dont il raconte les histoires entre guillemets, des histoires, voilà, des nouvelles fables sur des êtres humains, et aussi sur des trucs qui paraissent un peu moins tangibles entre guillemets. Enfin, il y a vraiment pas de limite en fait, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est que du coup on continue d'être constamment surpris. Il y a constamment, que ce soit dans la forme, dans la moralité, du nouveau, de l'étonnement, je trouve. Et je trouve ça vraiment cool. Et petite mention spécifique à une fable en particulier, il y en a plusieurs que j'ai trouvé vraiment bien dans le livre quatrième. Je me demande si, pour le moment, c'est pas mon livre favori de tous ceux qu'on a pu lire. Il y en a beaucoup dont j'étais... Ouais, dont j'ai beaucoup aimé la mise en scène, donc du coup la situation avec les animaux la plupart du temps quand même. Euh, et la morale, il y en a pas mal que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre 4. Et petite mention spécifique à une fable qui est la fable... Non, c'était laquelle? C'était Tribu envoyée par les animaux à Alexandre, parce que je trouve ça trop marrant la manière dont aussi le narrateur a un commentaire sur son propre texte. Et du coup, le fait que, une fois de temps en temps, La Fontaine introduise son texte de 4-5 phrases introductives, et notamment pour cette fable, qu'ils disent ok, bah, je ne comprends pas le but de cette fable, donc je vous laisse en juger. C'est marrant, parce que du coup, il se met vraiment en héritier, voilà, d'une tradition. Il continue comment dire, à, mince, à partager, c'est pas le terme que, à transmettre, voilà, à transmettre ses histoires, à transmettre ses fables. Et du coup, je trouve ça hyper drôle que lui-même prenne le temps de dire bon, cette fable-là, elle vient d'un temps très ancien et je ne comprends pas trop la portée de cette fable. Je vous laisse en juger vous-même. Enfin, je sais pas, je trouve ça très drôle que lui-même nous fasse entre guillemets un aveu de bon, je suis pas sûr de très bien comprendre cette fable, je vous laisse en juger. C'est, c'est très étonnant. Mais j'apprécie. Ça donne un ton. Fraternel entre guillemets. Enfin, je sais pas. C'est un truc que j'aime beaucoup avec La Fontaine et que je ressens beaucoup depuis qu'on a entamé la lecture. J'ai vraiment l'impression qu'il est humble et qu'il se met pas au-dessus des gens, quoi. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai l'impression qu'il nous parle d'égal à égal entre guillemets. Et cette manière de parler directement au lecteur installe une connivence qui est sympathique, qui est gentille, qui est bienveillante. Enfin, je trouve ça vraiment cool, le ton que ça donne à l'œuvre.
On va donc enchaîner avec le livre 5e, encore une tripotée de fables, puisqu'il y en a 21 cette fois-ci. Je crois malgré tout que la lecture sera un peu plus courte pour celle-ci, il y a moins de pages il me semble. C'était dans Grimm, le loup et les chevreaux, les couteaux portes, ok. Après, pareil, hein, en fait, les fables et les contes, c'est très proche aussi de toute manière, même dans la tradition orale, parce que voilà, c'est beaucoup des histoires qui se racontent et qui se transmettent à l'oral, pardon. Et du coup, bah voilà, c'est pareil, c'est marrant de voir aussi, du coup, pour étendre le débat, entre guillemets, que, pareil, Grimm, Andersen, Perrault et d'autres conteurs, au final, beaucoup avaient leur version d'une histoire, mais qui était quand même la même histoire de base, quoi. Donc c'est marrant de voir cette transitivité, je suis pas sûr de mon mot, mais ouais, le fait que l'histoire comme ça voyage et se modifie au fil du temps, au fil des compteurs, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Comment dire, le maintien, l'entretien de cette tradition, je trouve ça hyper. Et puis du coup, les nouveautés que ça peut apporter, quoi. Voilà, il y a le maintien, l'entretien et il y a l'épice entre guillemets, le grain de sel que chaque créateur va rajouter, quoi. C'est hyper intéressant. Je suis sûr que je pourrais lire, je dis n'importe quoi, mais je suis sûr que je pourrais lire 3 fois La Petite Sirène par 3 conteurs différents et continuer à m'amuser et continuer à être étonné. Et voilà, il y a vraiment des différences stylistiques, des ajouts, des retraits, enfin des retraits, des suppressions, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Sur ce, d'accord. Alors, la personne à qui est dédiée la fable que je m'en vais vous lire, c'est le comte de Brienne. Comme ça, j'aurais pas à le répéter. Parce que c'est MLCDB, sauf que MLCDB, je sais pas ce que ça veut dire. Donc du coup, sachez que c'est le comte de Brienne. Voilà. Et on va entamer la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Zikael, bonne écoute les couteaux portes, bonne écoute Ashikrea, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Tran, si tu es toujours là. Je pense avoir fait le tour à peu près. Bonne écoute à tous. Je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie. On est reparti pour 30 minutes, je pense. Ouais, je dirais plus un gros 20 minutes cette fois-ci. Et on se retrouve pour pour l'outro du live, en fait, pour la fin. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Livre 5e. 1. Le bûcheron et Mercure. À MLCDB. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux, et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous. Cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ses vers je ne plais et n'instruis, il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent. Je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie de pivot sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois par une double image le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers, et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle. Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée, et la cherchant en vain, se fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre, sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Oh, ma cognée! Oh, ma pauvre cognée !» s'écriait-il. « Jupiter, rends-la-moi! Je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue.
Mercure vient. Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtras-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. Lors une d'or à l'homme étant montrée, il répondit. Je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première, il la refuse. Enfin, une de bois. Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée, et Beauquillon de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux, il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe. 2. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu. Car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, répartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin-clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que, par son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Nous ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. 3. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. 4. Les oreilles du lièvre. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion, qui, plein de courroux pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux aussitôt délogèrent, daims et cerfs de climat changèrent. Chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'allât interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. « Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi, et quand je les aurais plus courtes qu'une autruche, je craindrais même encore. » Le grillon répartit. « Cornes cela? Vous me prenez pour cruche? Ce sont oreilles que Dieu fit. »« On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. » 5. Le renard ayant la queue coupée. Un vieux renard, mais des plus fins, grand croqueur de poulet, grand preneur de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage il laissa sa queue. S'étant, dis-je, sauvé sans queue et tout honteux pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux. « Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile et qui va balayant tous les sentiers fangeux?
Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. » « Votre avis est fort bon, » dit quelqu'un de la troupe. « Mais tournez-vous de grâce et l'on vous répondra. » À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu. La mode en fut continuée. 6. La vieille et les deux servantes. Il était une vieille ayant 2 chambrières. Elle filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Thétis chassait Phébus au crin doré, Tourès entrait en jeu, fuseaux étaient tirés. De ça de là vous en aurez. Point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remonté, un misérable coq à point nommé chanté. Aussitôt notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe, et courait droit au lit, où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les 2 pauvres servantes. L'une entr'ouvrait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes 2, très malcontentes, disaient entre leurs dents « Maudit coq, tu mourras !» Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée. Le réveil matin eut la gorge coupée. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché que la vieille, craignant de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que, le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là de Charybde en Scylla. 7. Le satyre et le passant. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et main petit. Ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu, au brouet on le convie. Il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le semondre 2 fois. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne, délicat il souffle aussi. Le satyre s'en étonne. Notre hôte, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise aux dieux que je couche avec vous sous même toit. Arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. 8. Le cheval et le loup. Un certain loup, dans la saison que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie, et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie, un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qu'on avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie. « Bonne chasse, dit-il, qu'il aurait à son croc. Eh, que n'es-tu mouton, car tu me serais hop. Au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie, rusons donc. » Ainsi dit, il vient à pas compter, se dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prêts, qu'il sait guérir sans qu'il se flatte toutes sortes de maux. Si Dom Coursier voulait ne point sceller sa maladie, lui, loup gratis, le guérirait. Car le voir en cette prairie, paître ainsi sans être lié, témoignait quelque mal, selon la médecine. « J'ai, dit la bête chevaline, une aposthume sous le pied. »« Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie susceptible de tant de maux. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux et fais aussi la chirurgie. » Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps, afin de happer son malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade, qui vous lui met en marmelade les mandibules et les dents. « C'est bien fait, dit le loup en soi-même fort triste. Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'arboriste, et ne fus jamais que boucher. 9. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ des ça de là, partout, si bien qu'au bout de l'an il en rapporta davantage. D'argent,
point de cacher. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. 10. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre. » C'est promettre beaucoup. Mais qu'en sort-il souvent? Du vent. 11. La fortune et le jeune enfant. Sur le bord d'un puits très profond dormait étendu de son long un enfant alors dans ses classes. Tous aux écoliers couchettes et matelas. Un honnête homme en pareil cas aurait fait un seau de 20 brasses. Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement lui disant « Mon mignon, je vous sauve la vie. Soyez une autre fois plus sage, je vous prie. Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi. Cependant, c'était votre faute. Je vous demande en bonne foi si cette imprudence si haute provient de mon caprice. » Elle part à ces mots. Pour moi, j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous la faisons de tous écho. Elle est prise à garant de toutes aventures. Et ton sot, étourdi, prend-on mal ses mesures? On pense en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort. 12. Les médecins. Le médecin, tant pis, allait voir un malade que visitait aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade soutint que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux, s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature, après qu'en ses conseils, tant pis eût été cru. Il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait « Il est mort, je l'avais bien prévu. » S'il m'eût cru, disait l'autre, il serait plein de vie. 13. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôter le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches? 14. L'âne portant des reliques. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce penser, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur, et lui dit « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » 15. Le cerf et la vigne. Un cerf, à la faveur d'une vigne fort haute et telle qu'on en voit en de certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé du trépas, les veneurs pour ce coup croyaient leurs chiens en faute. Il les rappelle donc. Le cerf hors de danger broute sa bienfaitrice, ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger. Il vient mourir en ce lieu même. J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment. Profitez-en, ingrat. Il tombe en ce moment. La meute en fait curer. Il lui fut inutile de pleurer aux veneurs à sa mort arrivée. Vraie image de ceux qui profanent l'asile qui les a conservés. 16. Le serpent et la lime. On conte qu'un serpent voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique, et cherchant à manger, n'y rencontra pour tout potage qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère, « Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi. Petit serpent à tête folle, plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te romprais toutes les dents. Je ne crains que celle du temps. » Ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant. 17.
le lièvre et la perdrix. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Celui qu'en ses vers je propose, et les siens ce sont même chose. Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semble, assez tranquille, quand une meute s'approchant oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, met les chiens en défaut, sans même en excepter Briffaut. Enfin il se trahit lui-même, par les esprits sortant de son corps échauffé. Miraut, sur leur odeur, ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême il le pousse. Et Rustaud, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La perdrix le raille et lui dit « Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds ?» Au moment qu'elle rit, son tour vient, on la trouve. Elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté sans l'autour au cerf cruel. 18. L'aigle et le hibou. L'aigle et le chat-huant, leur querelle cessèrent, et firent tant qu'ils s'embrassèrent. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, qu'ils ne se goberaient leurs petits peu ni prou. « Connaissez-vous les miens » dit l'oiseau de Minerve. « Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains en ce cas pour leur peau. C'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez qui ni quoi. Rois et dieux mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons si vous les rencontrez. Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez. Je n'y toucherai de ma vie. Le hibou répartit. Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis, surtout leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier. Retenez-la si bien que, chez moi, la maudite parque n'entre point par votre moyen. Il avint qu'au hibou Dieu donna géniture, de façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure dans les coins d'une roche dure, ou dans les trous d'une masure, je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux, rechignés, un air triste, une voix de mégère. Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle, à notre ami. Croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi. Ces repas ne sont point repas à la légère. Le hibou de retour ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons, hélas, pour toute chose. Il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors « N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi qui veut qu'on trouve son semblable beau bien fait et surtout aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait. En avait-il le moindre trait ?» 19. Le lion s'en allant en guerre. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques, et le singe amusait l'ennemi par ses tours. « Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds, et les lièvres sujets à des terreurs paniques. »« Point du tout, dit le roi, je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. » Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage, et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. 20. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent à leurs voisins fourreurs revendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours, comte de Séjean. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants, on en pourrait fourrer plutôt 2 robes qu'une. D'un denot prisait moins ses moutons que leur ours, leur à leur compte et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prier et se mettent en quête, trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau.
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. « C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous car il sent. » À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre des sangs, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. « Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. 21. L'âne vêtu de la peau du lion. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassait les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage de cavaliers fait les 3/4 de leur vaillance. Et c'est la fin du livre 5e, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live, chers amis. Bon bah en effet, c'était beaucoup plus court cette seconde partie de lecture ce soir. C'était beaucoup plus court et personnellement un peu moins à mon goût. C'était sympa, mais les fables avaient tendance à être vraiment très brèves, vraiment très très courtes. Et du coup, je trouve que autant La Fontaine qui disait que l'une des grandes caractéristiques, des grandes forces de la fable, c'était sa brièveté. Là, je trouve que ouais, un petit paragraphe pour une fable, c'est un peu juste, et je trouve que ça perd un peu de son charme. Disons que, en fait, je pense que, enfin, c'est un avis perso, hein, mais je pense que le suspense, l'attention, etc., ça se construit en un peu plus qu'un paragraphe, quoi. Genre, c'est compliqué d'instaurer tous les sentiments qui vont te permettre de facilement retenir une histoire, etc., en très très peu de mots. Ça veut dire mettre une situation initiale, mettre une péripétie et une situation finale en très très peu de mots comme ça. Je trouve ça très très compliqué. Et je trouve que du coup, c'est plus des choses qu'on va entendre et où on pourrait se dire ah tiens, c'est bien trouvé. Parce que justement, on peut se dire waouh, c'est un. Comment dire, c'est une. Non, je trouve plus le terme. C'est une prouesse, entre guillemets, d'avoir réussi à raconter une histoire en si peu de mots et l'avoir si bien résumée. Donc, en un sens, ouais, c'est une prouesse et c'est quelque chose de fort. Mais en même temps, je pense que c'est aussi sujet à être plus facilement oublié du coup. Parce que bah, c'est plus oubliable, parce que ça n'a pas le temps de mûrir en nous, de s'imprimer en nous, de nous impliquer dans des sentiments ou dans des réflexions, etc. Je pense que ça a plus un effet waouh, mais que c'est moins efficace sur la longueur pour qu'on retienne ces histoires-là. En tout cas, c'est mon avis. Surtout sur la brièveté des fables qu'on vient de lire qui étaient vraiment très courtes. Vraiment, vraiment très courtes. Par contre, chose très intéressante qu'on a vue dans ce livre 5e, c'est que là, il y a eu des tonnes d'histoires qu'on a déjà, je pense, tous entendues, plus ou moins, et pour le coup, des histoires qui, clairement, pour moi, étaient des contes d'Andersen, de Grimm, etc. Donc, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on a déjà dit lors des lives précédents, se vérifie, mais je trouve sur ce livre 5e plus que jamais. Il y a vraiment tout un tas de petites histoires que on connaît tous, même qui ont leur expression consacrée, comme l'histoire avec la peau de l'ours, ou bah voilà, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc en fait, c'est marrant, et je me demande si c'est les fables de La Fontaine qui ont imprimé ces histoires dans l'inconscient collectif, ou si c'était déjà quelque chose qui était très présent et que lui il a juste fixé sous forme écrite et modernisé en un sens. Parce que voilà,
il fait des reprises et voilà, il reprend la lignée d'Ésope et de Phèdre notamment. Donc voilà, il reprend des histoires qui ont déjà été contées, qui ont déjà existé. Mais je me demande à quel point elles étaient connues et reconnues dans l'esprit des gens à cette époque-là, et à quel point du coup La Fontaine a ou non euh, marqué, marqué à tel point les esprits de son époque que c'est devenu quelque chose du socle commun dont je parlais tout à l'heure, que tout le monde a, quoi. Je me demande dans quel sens ça s'est opéré et où ont été les interactions entre ce que les gens savaient et ce qui a été écrit, et ainsi de suite. Mais du coup, voilà, c'est arrivé beaucoup de fois. Le pot de terre et le pot de fer, c'est une histoire relativement connue aussi. Euh, le renard ayant la queue coupée, il me semble la connaître aussi. Ouais. La montagne qui accouche, pareil. La fortune et le jeune enfant, pareil. La poule aux œufs d'or, bien sûr. Donc ouais, il y en avait quand même énormément pour le coup. L'âne vêtu de la peau du lion, je pense aussi. Enfin ouais, il y en avait vraiment beaucoup dans ce livre pour le coup. D'ailleurs, livre que je trouve intéressant encore une fois parce que petit poisson deviendra grand. Ah, tu connaissais celle-là, les couteaux portes? C'est marrant. C'est marrant, je me dis, ça ferait vraiment... Et je pense aussi que quelque part on connaît tous ça de là aussi. Je me dis que ça ferait d'excellents dessins animés ou livres pour enfants. Et je me demande s'il n'y a pas beaucoup de livres pour enfants qui en fait partent clairement d'une histoire de La Fontaine. euh, ou du même style quoi. Pas forcément signé La Fontaine mais avec la même base. Je trouve ça assez dingue. Assez dingue. Et du coup ce que j'ai bien kiffé par contre dans ces dernières fables du soir, c'est encore une fois un retour aux hommes, beaucoup. Je pensais pas qu'il y avait autant de textes avec des hommes dans les fables de La Fontaine, mais je trouve ça intéressant aussi, et ça varie, encore une fois. Donc je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, à des objets et à des concepts. C'est-à-dire que là, par exemple, la fortune, il la personnifie. Euh, j'avais déjà regardé, j'avais regardé la dernière fois quelle était la figure de style qui consistait à faire ça, et je l'ai oublié. Ah non, c'était pas la prosopopée, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais rechercher. Je vais rechercher pour être sûr, mais je crois que c'était ça. Prosopopée. Figure de rhétorique par laquelle on fait parler et agir une personne que l'on évoque. Absent, défunt, animal ou chose personnifiée. Ouais. Qui consiste à faire parler un mort, un animal, une chose personnifiée, une abstraction. Ouais, donc c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais, c'est carrément ça. Donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de personnification et beaucoup de prosopopée. Et je trouve ça hyper intéressant le délire de faire parler des concepts. Le délire de faire parler la fortune. Je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que, euh, au travers de la figure de la fortune, de Mercure, du satyre, etc., il y a beaucoup de liens aux dieux anciens, si je puis dire, aux dieux de l'Antiquité, aux dieux polythéistes aussi, à la mythologie, ce qui est quelque part assez étonnant parce que voilà, là on se passe, enfin l'histoire se passe en France où enfin l'histoire se passe en France, non, mais je veux dire La Fontaine vit dans une France très religieuse chrétienne, enfin voilà, du coup c'est marrant de voir cet emprunt à la mythologie et ses ressources constantes, ses références constantes, comme si au final, la Grèce de tout temps avait été une inspiration de malade. J'ai l'impression que la Grèce a eu un impact si fort. J'ai l'impression que la Grèce a marqué si fort toute l'histoire. Je trouve ça dingue que encore aujourd'hui ça soit autant une source de référence. Enfin, c'est quand même, ça démontre quand même que c'était quelque chose d'imposant la Grèce, qui a eu un putain d'impact à son époque, quoi. Donc ouais, je trouve ça marrant de voir qu'il met en scène des dieux, etc., etc. Il n'y a pas de, y a pas de limite, il n'y a pas de sujet tabou et tout, et je trouve ça très cool. Voilà, voilou, ça en est terminé pour ce soir, c'est tout. On continuera avec le livre 6 et le livre 7 la prochaine fois, donc vendredi à 21h.
Alors, l'écoute aux portes qui nous dit, je pense que c'est les expressions de La Fontaine qui sont restées à vérifier. Bah, c'est vrai aussi que... c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que au-delà des histoires seules, il y a aussi des phrases consacrées, donc vraiment des phrases écrites mot pour mot de La Fontaine, qui me parlent énormément en les lisant, et qui, je pense, en effet, ont été énormément repris de partout. Je pense notamment à la première fable, il me semble. Première fable du livre 5, il y avait une phrase qui m'avait marqué, il me semble. Où je me disais, mais c'est bizarre, tout le monde dit ça, entre guillemets, enfin... Ouais, non, je me rappellerai pas comme ça. Je la retrouverai pas, en plus c'était l'une des plus longues. D'ailleurs, c'était l'une de celles que j'ai bien aimées, celle-ci. Le bûcheron et Mercure. Puis j'aime bien aussi, c'est que souvent, il y a une sorte de préambule, je trouve, à tous les livres. C'est-à-dire que très souvent, le premier poème, le poème qui ouvre un livre, euh, est plus, directement une parole de La Fontaine au lecteur, où il s'adresse plus directement à nous et où il a souvent un discours sur le fait d'écrire ses fables et de les écrire de cette manière et ainsi de suite. Donc du coup c'est cool parce que ça renseigne vachement sur sa manière de penser, sur comment il a écrit tout ça, et du coup, comme je le disais lors des lives précédents, ça nous donne un guide, ça nous donne ça nous donne une notice de lecture, et je trouve ça hyper intéressant du coup. Enfin bref, sur ce, chers amis, je vais m'arrêter là, je vais pas faire durer le live plus que de raison. Merci à tous ceux qui sont passés, merci encore à Chicrea pour le follow, ça fait plaisir. Le follow, ça fait plaisir, j'ai fait ça. Merci pour le follow, c'est très cool. Merci à tous ceux qui sont passés, à Chicrea, Jumpy, l'écoute aux portes, Zikael, Tran, ça me fait vraiment plaisir de tous vous avoir vus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, ou une prochaine lecture, partie de gaming, découverte, et également une prochaine improvisation, samedi 21h, n'oubliez pas, j'ai besoin de vous. Et demain, Sea of Thieves, 13h-16h, on va prier, sinon à 21h. Voilà, bisous, bonne soirée, bonne nuit, bye bye.